Alors nous allons amener cette perspective-là. Une perspective qui est d'ailleurs commune parce que nous avons pu retracer dans le discours de M. Sonko que ce sont les mêmes thèmes, les thèmes récurrents qui nous préoccupent d'année en année, voire de siècle en siècle. Il a parlé du panafricanisme. On sait pertinemment que Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur de la nation haïtienne, de cet empire d'Haïti, a été un panafricain solide, un panafricain jam. Nous avons pu aussi constater que ça a été la vision, l'objectif de plusieurs de nos prédécesseurs, dont Sanit Belair, Winnie Mandela, Kwame Nkrumah, Sankara, Anténor Firmin et bien d'autres personnes. Je reviens Anténor Firmin parce que nous citons beaucoup les Yamnaya et beaucoup d'entre nous citent très peu nos hommes et surtout nos femmes qui se sont mis debout et qui se sont battus corps et âme pour ce présent que nous vivons. Honneur, respect. Merci d'être là. Merci de vous joindre à nous sur la chaîne Mademoiselle Choublack pour une autre émission, en alternance en fait de nouvelles émissions et d'anciennes émissions parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de nos émissions ne sont pas autant écoutées et nous avons traité des thèmes vraiment d'intérêt public. Beaucoup de personnes me parlent, je me rends compte de plus en plus qu'il fallait absolument refaire vivre ces émissions-là, ces moments avec vous. Alors merci de prendre le temps de les regarder, de les commenter, de les partager. Et comme vous voyez, ce sont des thèmes que nous traitons qui ne sont pas uniquement d'actualité parce que nous voulions absolument que vous vous intéressiez aux thèmes qui nous amènent, qui nous poussent à une réflexion sur l'état passé, présent de nos populations, de nos peuples à travers le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler, bien entendu, de ce fameux discours du PM Ousmane Sonko qui s'est tenu au musée des civilisations noires à Dakar et qui a fait couler l'encre parce que il a tenu des propos pour certaines personnes qui sont révoltants, qui sont très peu réfléchis et qui ne s'apprêtent pas au jeu diplomatique. Nous avons pris le temps d'écouter l'entièreté de son discours et nous voulons amener une pensée, une réflexion afro-descendante. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, la distance entre les continents, le fait que nous avions pu développer une culture qui est propre à nous. Et donc, des fois, nous avons l'impression que le continent africain n'est pas autant à l'écoute de nos réflexions et de ce que nous vivons et ce que nous souhaitons pour l'Afrique et pour toute la diaspora afrodescendante. Alors, nous allons amener cette perspective-là. Une perspective qui est d'ailleurs commune parce que nous avons pu retracer dans le discours de M. Sonko que ce sont les mêmes thèmes, les thèmes récurrents qui nous préoccupent d'année en année, voire de siècle en siècle. Il a parlé du panafricanisme. On sait pertinemment que Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur de la nation haïtienne, cet empire d'Haïti, a été un panafricain solide, un panafricain jam. Nous avons pu aussi constater que ça a été la vision, l'objectif de plusieurs de nos prédécesseurs, dont Sanit Belair, Winnie Mandela, Kwame Nkrumah, Sankara, Anténor Firmin et bien d'autres personnes. Je reviens Anténor Firmin parce que nous citons beaucoup les Yamnaya et beaucoup d'entre nous citent très peu nos hommes et surtout nos femmes qui se sont mis debout et qui se sont battus corps et âme pour ce présent que nous vivons. Un présent qu'il voulait être beaucoup mieux, mais tant bien que mal, nous sommes encore vivants, nous sommes encore là et nous tenons absolument à faire le travail qu'il faut pour justement nous amener à un bien-être, à la dignité humaine, au fait de vivre en pleine justice et dans l'équité. Alors, Ousmane Sonko a parlé de bien de choses. Les thèmes qui rejoignent en fait le discours panafricain, le discours de tout nèg ak néguès qui comprennent ce que c'est la géopolitique, qui comprennent qu'il faut absolument qu'on mette notre empreinte, eh bien, on sait que les thèmes sont généralement les mêmes. Alors, il a parlé de Trump, il a parlé de l'hypocrisie occidentale, il a parlé de ce qu'est la souveraineté, qui est un thème qui est très important, surtout en ce siècle-là, et très pertinent pour le peuple haïtien
en particulier parce que nous savons que depuis 2004, nous sommes sous tutelle des Nations Unies, entre autres le corps groupe, qui continue de nous amener vers un enfer presque inévitable. J'ai dit presque inévitable, ça c'est si le peuple haïtien décide de se laisser faire et d'accepter ces impositions-là. Il a aussi parlé de l'économie, comment nous prévoyons, comment nous devons percevoir ça et quel rôle nous devons jouer en tant que peuple du monde, en tant que peuple noir. Il a aussi parlé de confiance en soi en faisant référence à l'Iran. Il y a des extraits que je vais vous faire écouter de temps en temps parce que il faut écouter l'homme, il faut écouter ce qu'il dit. Et tout ce qu'il dit, je vous le rappelle, tout ce qu'il dit n'est pas nouveau à la lutte des nègres et néguesses dans ce bas monde. Alors, je vais vous laisser écouter quelques extraits. D'abord, Trump, qui demanda le prix Nobel ou qui supplie ou qui souhaite. D'ailleurs, on l'a vu lorsqu'il avait rencontré les 5 chefs d'État africains, où il a longuement parlé de ce prix Nobel de la paix. Et j'évite même de ricaner sur ce fait-là. Parce que on sait pertinemment que ce prix Nobel de la paix n'est qu'un jeu en fait, un jeu politique, un jeu vraiment de mauvais goût. Okay? Le prix Nobel de la paix est un jeu cynique de mauvais goût. Si dans le passé, à ses débuts, il y avait un sens, mais on s'est rendu compte que c'est un jeu, ça n'a rien à voir. Parce que comment expliquer qu'Obama a eu le prix Nobel de la paix à tout son début, que la majorité des gens ne le connaissaient pas et on se demande qu'est-ce que ce gars a foutu pour avoir ce prix Nobel de la paix. Alors si on a pu lui donner, on a pu lui décerner ce prix Nobel de la paix, pourquoi pas Trump, qui lui-même au moins a eu un mandat présidentiel avant de venir descendre son pantalon devant le monde entier. Donc, vous voyez l'aberration de ces choses-là. Alors, donc il en a parlé, un petit extrait. Le président Donald Trump aime à demander à tous ceux qu'il rencontre de mériter qu'on lui décerne le prix Nobel de la paix. Je pense qu'il n'y a pas à répondre à ces questions. La seule qui veille d'être posée en termes de réponse, c'est de se demander, est-ce que depuis 1 an qu'il est au pouvoir, à la tête de la superpuissance que sont les États-Unis, est-ce que le monde est plus sûr? Est-ce que le monde est plus stable? Est-ce que le monde est en paix? Si la réponse est négative, quelle est sa responsabilité exclusive par rapport à cette déstabilisation du monde qui apparemment est devenu dangereux pour tout le monde, y compris pour lui-même? Alors, comme vous voyez, il a aussi parlé de l'hypocrisie occidentale. Le 2 poids, 2 mesures, le fait de décider quel pays qui est démocratique ou pas, alors que chez eux, c'est du n'importe quoi. On le voit par les faits. Moses Choublack le dit, Sonko l'a dit, plusieurs autres proéminents personnages l'ont aussi fait remarquer, que ça soit de leur propre société, que ça soit de nos sociétés, on le dit clairement, c'est du n'importe quoi. Donc on fait la leçon morale à tout le monde, mais on n'est pas capable non plus de se regarder en face, d'enlever le bout de bois qui est dans nos yeux. Et c'est ça l'Occident, malheureusement. Alors, il a aussi parlé donc du fait qu'il ne supporte pas réellement l'Iran par rapport à plein d'autres choses. Donc, on ne va pas rentrer dedans, mais je vais vous laisser écouter l'extrait. Régis, s'il vous plaît. Pour la guerre en Iran, c'était de remplacer un régime, cela n'a pas été fait. Le même régime est dans sa version la plus radicale, la plus dure, va continuer et les États-Unis sont obligés de discuter et de négocier avec ce régime. Réduire les capacités balistiques de l'Iran, ça n'a pas été atteint. Imposer à l'Iran de renoncer à tout programme nucléaire, civil comme militaire, n'est pas un objectif atteint. Aucun des objectifs n'a été atteint et pourtant le monde est plongé dans un chaos que rien ne justifie. M. Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de déstabilisation du monde. Alors oui, l'Iran a compris le jeu et on ne le cesse de le dire. Il a compris le jeu, il s'est dit, mais si vous ne respectez pas les règles fondamentales et convenues par tous les pays qui se disent amis, qui se disent des alliés, qui se disent qu'ils appartiennent à des mondes civilisés, donc, pourquoi vous ne respectez pas ces règlements et vous voulez qu'à tout prix que nous acceptions que vous nous bombardez, que vous nous imposez vos 4 volontés, sans que nous n'ayons le choix et le droit de riposte. Donc, comme il a dit, l'Iran a démontré clairement que quand on est souverain, quand on défend nos intérêts, quand on sait qui l'on est, d'où l'on vient,
eh bien, il n'y a personne qui va nous imposer quoi que ce soit. Souveraineté n'équivaut pas à la fermeture totale, mais souveraineté n'équivaut pas non plus à accepter l'inacceptable. Et ça, c'est une leçon à retenir. C'est une leçon pour toute l'Afrique, c'est une leçon pour tous les peuples du monde et surtout pour nous qui sommes toujours et encore vulnérables par rapport aux autres. Alors, il en a profité pour faire un coup de gueule, pour ce qui concerne la politique interne de son pays. Lors des salutations, il a salué le ministre de la Culture, qu'il a dit qu'il est un pressenti, qui est l'homme qu'on pourrait avoir comme Premier ministre, ce qui veut dire, on comprend, on n'est pas des enfants, comme on dit chez nous, nous pas timounes. Donc, il veut dire que si lui, il est déjà pressenti comme Premier ministre, alors, je ne veux pas dire. Je vais vous laisser terminer la phrase. Parce que c'est ça, on réfléchit. Parce que c'est ça la politique. La politique ne peut pas se faire uniquement sur les émotions. Et qu'on est là, on fait que des discours et puis qu'on enflamme le public. Et dans la réalité, on va se casser le bec. Parce que la politique n'est pas faite pour les enfants. C'est fait pour les adultes. Alors, il a profité aussi de redéfinir sa lutte. Il a remercié M. Boniface d'avoir carrément déclaré qu'il fait partie des 20 ou 23 personnes. Parce que là, je suis tellement retournée sur cette vidéo, sur ce discours qu'il y a certaines choses maintenant qui deviennent un peu confus pour moi. Je vais vous laisser écouter cet extrait-là. Parce qu'il faut bien l'écouter de la personne. Régis, s'il vous plaît. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Culture, certainement il est pressenti pour être le prochain Premier ministre. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le maire de Dakar, Messieurs les membres du comité scientifique, Monsieur le conférencier Pascal Boniface et vos équipes, Mesdames et Messieurs, vos propos de tout à l'heure, certainement c'est Madame la coordinatrice avec laquelle j'aurai peut-être un débat assez riche sur la question. Des observations, j'avoue, subjectives sur l'ouvrage, sur votre brillant ouvrage, Ousmane Sonko, parmi les 20 personnalités les plus influentes du moment. Ma contribution n'ira pas à ce qui a été dit de beau et de positif dans cet ouvrage nous concernant. Je voulais vous dire que c'est certainement les plus beaux mots, les plus beaux témoignages qui soient venus, certainement d'un occidental et me concernant pour le moment. Mais vous me permettrez quelques réflexions subjectives au-delà du titre et des développements. Notre classement parmi les 20 personnalités, et que j'avoue, en toute objectivité, penser ne pas mériter, le classement est peut-être une reconnaissance d'une influence certainement vécue et reconnue par des millions de Sénégalais, d'Africains et peut-être au-delà. Mais derrière le titre et derrière certains aspects du développement se glisse, à mon avis, chez le professeur, subtilement une lecture de Sonko sous le prisme occidental, même modéré, mais le prisme occidental, ce prisme d'une symbolique personnalité influente plutôt qu'un leader d'une lutte historique pour l'émancipation et la souveraineté économique. Alors vous avez compris. J'ai aimé la manière, la subtilité qu'il a utilisée pour recadrer son personnage. Ça, c'est son rôle. C'est pas à moi de le faire, c'est pas aux Sénégalais de le faire. Lui, il fallait qu'il fasse ça, qu'il dise, OK, je suis bien content que tu m'as mis sur un piédestal, mais maintenant, je vais me définir par rapport à moi, par rapport à ce que je suis et par rapport à la lutte. Comment moi je me conçois, comment moi je me perçois, comment moi je me vois et je me définis. Et ça, ce qu'il nous a montré, c'est à nous de nous définir, c'est à nous de dire quelles sont les limites, quels sont ceux que nous acceptons. Donc c'est à moi de le faire. C'est pas à toi. J'apprécie la manière que tu l'as fait, mais il y a des petites corrections. Et quand il a parlé du Gadza, donc de la lutte régionale de Casamance, donc il vient, en fait, c'est sa région, il vient de Casamance, et il a clairement expliqué que voilà ce qu'est la lutte. Voilà comment nous la voyons, voilà comment nous voulons qu'elle soit. Ça, je trouve que c'était une subtilité intéressante et il l'a fait dans l'art. On peut ne pas être d'accord avec le personnage, mais il a quand même recadré et c'était bien de le faire.
Et il a parlé du slogan du panafricanisme. Et ça, j'ai aimé cette partie-là du discours parce qu'il a pu reprendre les idées maîtresses de nos prédécesseurs, de ceux-là qui se sont mis debout et qui se sont longuement battus pour l'Afrique que nous voyons aujourd'hui et pour les Noirs en général et qui continuent d'influencer positivement certains individus de nos communautés afin que nous puissions rester debout et défendre nos droits, nos intérêts. Il a parlé du slogan « La patrie ou la mort », mais la perspective de cette panafricaine que je suis, issue d'une communauté afrodescendante, alors là, moi, je me dis, M. Sonko aurait pu aller en profondeur dans sa réflexion par rapport, justement, à ce slogan ou à ces slogans, parce qu'il a parlé aussi des slogans clamés durant la Révolution française. Il a fait beaucoup de références à la France et aucune référence à la première patrie nègre du continent américain. Et ça, je pense que M. Sonko doit prendre le temps de réfléchir correctement à cette réflexion-là. Parce qu'il a parlé justement du vivre libre ou mourir, de la liberté, égalité, fraternité. On sait que ce sont des slogans qui ont été des slogans phares dans la révolution haïtienne. Je comprends le lien qu'il voulait faire, ou plutôt la critique par rapport à la France, mais je pense que dans un tel discours, il faut reprendre et remettre en perspective la lutte des nègres et néguesses qui se sont mis debout et qui ont tout simplement cassé l'esclavage, parce qu'il en a fait référence quand même. Il a parlé de la colonisation. Il a parlé aussi du fait de l'esclavage. Donc, il a brossé un petit peu, mais il n'est pas allé en profondeur. J'aurais souhaité qu'il aille en profondeur. Et en ce sens, je dois l'avouer, j'ai été un peu déçue. Et ça, c'est parce que je pense que la perception de nos frères qui sont restés sur le continent et de nous-mêmes qui ont été déportés par rapport à nos ancêtres, n'arrive pas à percevoir ce cri-là de la même manière. Et je pense, et je vais continuer de le faire, je vais toujours tirer l'oreille de mes frères et de mes sœurs africains pour leur dire « Hey, ce combat-là, vous n'allez pas le réussir seul. Il y a des peuples qui ont fait, qui se sont mis debout et qui restent encore debout pour que le peuple noir à travers le monde puisse être vu autrement. Et qu'ensemble, nous allons mettre la base de cette révolution nègre néguesse à travers ce monde-là. Parce que la révolution continue malgré tout. Et pour cause, écoutons cet extrait-là. Et le slogan « Ce qui unit l'Afrique » n'est pas seulement une essence, c'est une trajectoire, une expérience partagée, faite de grandeur, de rupture et de dépossession. L'Égypte antique, la Nubie, l'Empire Monomotapa, ce ne sont pas des mythes, ce sont des réalités historiques, de puissance, de science et d'organisation. Et plus près de nous, pensez à Kanka Moussa, l'empereur du Mali, dont la richesse et le rayonnement ont marqué le monde méditerranéen. Bakary II, ce souverain malien qui, bien avant les Européens, a traversé l'Atlantique. La patrie ou la mort n'est pas une menace, c'est l'écho des luttes panafricaines contre l'asservissement. Nous refusons de nous soumettre, que ceux qui veulent entendre, entendent. Les slogans, je vais vous donner comme exemple les slogans de la Révolution française de 1789 à 1799, où, parmi lesquels nous avions vivre libre ou mourir, ou liberté, égalité, fraternité, ou la mort, même si au finish, le slogan qui a été le plus emblématique, c'est limité à liberté, égalité et fraternité. Le champ lexical de la violence que certains nous ont collé ne repose sur aucune démonstration factuelle. Il est performatif, il ne décrit pas, il suggère et insinue. On nous présente ce slogan comme une incitation à la désobéissance, mais on refuse de le lier à son héritage panafricain de résistance légitime et universelle. Celui de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, de Lumumba, de Mamadou Dia, de Cheikh Anta Diop et j'en passe. Bien évidemment, vous avez compris. Une révolution ne se fait pas en un jour. La révolution haïtienne a commencé en 1791, officiellement de ce que nous savons, mais on sait que c'était bien avant ça, mais de façon structurelle, de façon claire, sans ambiguïté, entre les nègres qui venaient de l'Afrique, qui sont venus de l'Afrique, et des nègres qui sont les créoles qui sont nés là. Eh bien,
On sait que ça a débuté en 1791 pour finalement arriver à son paroxysme, à sa finalité en 1803. Puis, on va avoir la proclamation de l'indépendance en 1804, en janvier 1804. Alors, vous voyez, une lutte pour la souveraineté, une lutte pour l'indépendance, une lutte pour la survie et la dignité humaine ne dure pas un jour, un mois, quelques semaines. Il fallait absolument que je donne cette perspective d'afro-descendante et que nos frères et nos sœurs africains revoient réellement dans leur discours l'importance de toujours mettre en veilleuse, de toujours mettre en lumière la lutte de nos ancêtres et la lutte continue des afro-descendants. Pourquoi? Parce que tous les chamailleries que l'on a assisté avec des soi-disant challenge, The House of Challenge, je ne me rappelle plus le nom, avec Ariana, et tu vois un déferlement de nos frères et de nos sœurs africains qui ne comprennent que dalle de l'histoire du peuple haïtien et qui, bon an mal an, sans une compréhension de ce peuple-là, qui a commencé à cracher dessus. Heureusement. Et c'est pour ça que je dis qu'il est important de parler de nos histoires, de notre histoire, qu'il faut commencer à mettre sur l'échelle mondiale le récit ou les récits de nos combats, sur la réussite de certains de nos combats, au-delà de tous les mahafas que nous avons subis, au-delà de tous les troubles socio-économiques, voire spirituels que nous avons subis. Il faut en parler parce que ce qui veut dire que nous allons corriger les faux discours, nous allons corriger les fausses croyances pour que nous arrivions à mieux nous comprendre et surtout à nous respecter mutuellement. Parce que si l'on doit se battre, si l'on doit continuer cette révolution-là, ou cette bataille pour la dignité humaine, il va falloir nécessairement que nos peuples se comprennent et que cela ne reste pas uniquement au sein d'une élite, mais que tous les peuples africains, tous les peuples afro-descendants soient au courant et comprennent les béabas de nos luttes et qu'on arrête ces conneries-là. Alors, pour poursuivre, il a aussi parlé de la souveraineté africaine. Qu'est-ce que cela veut dire donc? Est-ce que l'on comprend ce que c'est? Donc, il a mis en parallèle l'universalité versus l'occidentalisation, la souveraineté et bien d'autres choses. Nous allons écouter un petit extrait et puis on en revient. Cette conférence, intitulée Autonomie, patrimoine et monde multipolaire, l'Afrique à la conquête de sa souveraineté, nous invite à réfléchir ensemble sur la manière dont notre continent peut transformer son héritage en puissance d'avenir. Il est des mots qui circulent avec une telle facilité qu'ils finissent par perdre leur poids. Autonomie, patriotisme, souveraineté. Vos propos de tout à l'heure, certainement c'est Madame la coordinatrice et avec laquelle j'aurai peut-être un débat assez riche sur la question. Celui d'un combat pour une Afrique souveraine, porté par des millions de Sénégalais et d'Africains qui veulent se départir de la tutelle, de toutes les tutelles, et construire un destin libre. Il a aussi parlé de ce qu'est le patriotisme, n'est-ce pas, à travers tout ça. Et donc, ce n'est pas simplement un discours. Lorsqu'on parle de patriotisme, on parle aussi d'une volonté. Une volonté commune de bien faire, de revoir les institutions, de les bâtir, de les renforcer. On ne peut pas parler de patriotisme et puis là, c'est uniquement pour faire de la démagogie. On en a eu assez, on en a eu beaucoup qui l'ont fait. Et j'espère que lui, il ne va pas rester uniquement dans les discours non plus. Alors, il y a tellement de thèmes qu'il a abordés que l'on ne finira pas cette émission-là parce que chaque thème mérite en effet d'aller en profondeur. Mais il y a quelques préoccupations que je veux quand même amener. Certaines personnes avec qui j'ai discuté m'ont dit « Oh mon Dieu, quelle imprudence! Comment un premier ministre peut-il oser de parler de Trump, de parler de certaines choses, de parler de géopolitique en ce sens qu'il est en train de vulnérabiliser le peuple sénégalais et que ce n'est pas à lui de le dire, ça devrait revenir à quelqu'un d'autre. » Certaines personnes aussi comprennent que il est en train de mettre la base pour le Sénégal au niveau de ce qu'on appelle du changement et de ce que l'on voit, de ce que l'on est en train de prévoir en termes de géopolitique. Il est en train, par rapport à certaines personnes, de replacer le Sénégal sur l'échelle internationale. On sait que la rencontre qu'a eu les 5 chefs d'État avec Trump, comment ça a été?
ça a un peu terni un petit peu l'image de ces pays qui sont des pays qu'on pourrait dire des pays combattants, des pays qui ont beaucoup fait pour leur population à travers des hommes et des femmes forts. Mais maintenant, on se rend compte que dans ce discours, il a voulu replacer le Sénégal. C'est-à-dire, voilà comment nous nous regardons, ce que nous souhaitons avoir comme place dans cette géopolitique-là. Et il a bien expliqué. Ce n'est pas une question de changer de maître pour un autre maître. Ce n'est pas une question d'aller vers d'autres individus qui vont en fait avoir et garder la même attitude que précédemment vers nous. Non, non, c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons autre chose. Donc, il a carrément dit clairement ce que beaucoup de Sénégalais pensent de cette réalité mondiale, de cette réalité multipolaire. Et il a dit, voilà où on se situe. Il a parlé du fait que être patriote ne veut pas non plus dire qu'on va négliger les relations sud-sud, qu'on va tout simplement prioriser les liens, les alliances nord-sud. Donc, ce qu'il est en train aussi de dire, c'est que c'est à nous, Sénégalais, de décider quel type d'alliance que nous voulons et avec qui nous le voulons, quand nous le voulons. Ce n'est pas à vous de nous imposer vos liens, vos relations et vos amitiés. Donc, en résumé, j'ai retenu, et comme je l'ai dit, pour ce que je suis et ce que je représente et ce que je veux que le monde entier retienne de moi quand je serai plus dans ce bas monde, c'est que son discours disait clairement les mots-clés que j'utilise toujours. Dignité. Un peuple doit décider par lui-même et pour lui-même, pour ses intérêts, sans toutefois négliger les alliances possibles, sans vilipender ses voisins, sans tenir compte de ce qui le caractérise. Il a parlé aussi de justice. La justice ne peut pas être vue pour une personne, pour un peuple, pour un clan. Que cette justice-là doit être la même pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous avez le droit d'avoir un pouvoir nucléaire, eh bien nous aussi nous avons ce droit-là. Si vous avez le droit de nous attaquer, nous avons aussi le droit de nous défendre. C'est ça la justice. Donc, nous avons aussi le droit de veiller à notre bien-être. Nous avons aussi le droit de nous défendre, corps et âme. Et il a parlé aussi d'équité. D'équité dans les matières premières, d'équité dans ce que nous avons en termes de ressources, les ressources humaines, les ressources minières, les ressources, tout ce que nous pouvons imaginer comme ressources que nous avons sous nos terres, sur nos terres et voire dans l'air. Et que ces ressources profitent aux enfants de ces territoires-là avant tout. Et c'est ça l'équité. C'est de nous permettre ou de nous laisser déterminer notre avenir parce que nous avons aussi le droit sacré de déterminer ce que nous voulons, ce que nous désirons et ce que nous souhaitons laisser léguer pour nos futures générations. Donc il a tout dit. Et son discours, je vous le réitère, est le même avec des mots différents, avec une manière différente, avec sa personnalité bien sûr. Mais c'est les mêmes que beaucoup de nos femmes et de nos hommes ont répété à tue-tête sur l'échelle internationale, sur l'échelle nationale. Parce que les préoccupations, les réalités persistent, perdurent. Parce que nous avons eu aussi des chefs d'État qui n'ont pas été à la hauteur du mandat qu'on leur a confié. Alors voilà, c'est ça la réalité. Alors, est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il était imprudent? Est-ce qu'il aurait pu tout simplement parler de façon beaucoup plus diplomatique? Il a tout simplement dit, et il n'était pas, il est chez lui. Donc c'est un discours qu'il a prononcé chez lui. Alors je vais vous laisser terminer ma réflexion. Et on se souvient de Kadhafi, des illustres femmes et hommes qui ont prononcé des discours similaires aux Nations Unies, qui est l'organe international. Et ils ont dit la vérité. Je ne dirai pas plus, vous avez compris. Comme je le dis, et je l'ai précédemment dit, nous partimoun, vous avez compris. Alors sur ce, je vous dis merci d'avoir été là, d'avoir suivi du début jusqu'à la fin ma réflexion en tant qu'afro-descendante et qui adore le continent africain. Tout comme j'ai un amour indivisible, un amour profond pour mes peuples afro-descendants. Parce que nous savons que nos luttes vont continuer tant aussi longtemps. Nous n'avons pas encore la capacité de rester debout et de regarder les autres en face pour dire hey,
ça va faire là, on en a marre, on a maintenant les capacités qu'il faut, on ne va plus accepter de tourner et de donner l'autre jour parce qu'on a le droit aussi de vivre dans la dignité. Alors voilà, si vous avez compris, si vous avez été convaincu, si ce discours a eu un écho dans votre âme, alors vous savez quoi faire. Abonnez-vous, partagez et commentez. Sur ce, je vous dis tous, Kevidjam Palagé, bisous, beaucoup d'amour et à la prochaine émission.